Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie ce soir de Pascal Villeneuve et d'un invité spécial, nul autre que Sylvain Saint-Laurent, journaliste bien connu dans la région. Sylvain, ça va bien? Ça va super bien. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode avant les fêtes, donc on s'est dit on va faire quelque chose de spécial. Un peu plus tard dans l'émission, on va faire un peu notre liste de Noël à Michael Andlauer. Donc, on va faire 12 souhaits qu'on aurait pour les sénateurs en deuxième moitié de saison. Ça va nous permettre aussi de revenir sur le début de la saison, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Messieurs, je vais commencer par vous poser une première question. La question de la semaine. Oui, c'est vrai, la question de la semaine. Vas-y. Est-ce que selon vous, Brady Tkachuk doit faire preuve de plus de retenue sur la glace? Brady, c'est beau de le voir. C'est beau de voir un gars avec du caractère de même puis qui sort un peu des sentiers battus puis qui n'a pas vraiment de retenue. Mais on dirait que ça arrive tout le temps dans des situations où des fins de match qui veulent plus rien dire, puis là, le focus est complètement plus là, la game est plus là, il pense plus à rien autre que brasser de la merde. Tu sais, c'est juste comme c'est plus le temps de se concentrer à essayer de remonter une game que de vouloir régler des comptes, je pense. Moi, je trouve que c'est facile dans la tête. Ça a l'air très, très, très facile de le déconcentrer puis le sortir de sa game. Puis c'est souvent dans les parties où, justement, comme Pascal dit, où les sénateurs perdent, tirent de l'arrière, que là, la frustration remonte. Puis c'est la marque d'un jeune joueur, c'est la marque d'une jeune équipe. Le problème, c'est que c'est lui le capitaine. C'est ça. Puis c'est tellement un joueur important, c'est lui qui entraîne tout le monde avec lui. Fait que oui, effectivement. Pour répondre à ta question, JP, moi je pense que en 2024, là, ce serait une résolution pour lui, là, aller ramasser cette maturité. Parce que là, on l'a vu contre les Hurricanes. Bon, est-ce que le coup était un petit peu cochon ou pas? Ça débat fort sur Twitter dernièrement. Mais sa réaction, c'est rendu là. Ouais, puis si t'es pour annoncer que tu vas te venger, crie-le pas fort à côté de l'arbitre. Dis-y pas hey, attention, je m'en viens. T'es pas obligé de crier ça quand t'es à côté. Prends une note, puis occupe-toi-en plus tard. Mais là, les deux fils se sont touchés, puis c'était clair. Là. Mais je suis pas sûr que... Il y a personne pour l'asseoir dans cette équipe-là. Il y a vraiment... Peut-être Claude Giroux pourrait parler, mais DJ, je pense pas que DJ est capable de s'asseoir avec puis de dire hey Brady, comme toi. Je pense pas qu'il y a cette autorité-là. Fait on parle des fois de manque d'expérience dans l'équipe, de manque de joueurs d'expérience. Je pense que c'est là des fois que ça vient jouer. Non, c'est clair. Puis, je veux dire, toutes mes conversations ou presque que j'ai sur les sénateurs depuis un mois ou deux finissent presque toujours par tourner vers ça en bout de ligne. C'est ça. Est-ce que l'entraîneur est capable de contrôler le groupe? Est-ce que c'est lui la bonne personne pour envoyer le message? Puis malheureusement, DJ Smith est l'entraîneur qui a toujours voulu être. Un entraîneur qui est jeune, début quarantaine, proche de ses joueurs. Il le dit lui-même. Là, je suis entré dans ce business-là parce que je trouvais qu'il y avait un fossé entre les joueurs et les entraîneurs, puis je voulais réduire le fossé. Il est exactement la personne qui a voulu devenir. Maintenant, est-ce que c'est la bonne personne pour diriger une équipe qui a besoin de passer au prochain niveau? Ouais. À chaque fois qu'on se pose la question, on arrive à la même réponse. C'est unanime, là. C'est même plus... Il n'y a plus grand monde qui défend DJ Smith, là. À la limite, c'est peut-être le seul coach depuis un bail là, qui va peut-être se retrouver, parce que je me posais la question, il va se retrouver du travail dans une équipe, parce que la plupart des coachs des sénateurs qui ont été mis dehors n'ont pas été entraîneur-chef dans une autre équipe par après. Je le verrais, oui, lui, mais repartir avec une équipe de jeunes encore. T'sais, je le verrais pas partir avec un DG qui a une équipe jeune, qui a besoin de les faire développer. Je pense que ça peut être le bon gars, mais ça peut marcher 2-3 ans peut-être. Oui, ben peut-être qu'il va faire comme d'autres entraîneurs ont fait, comme Alain Vigneault, par exemple, dans le passé, faire un pas de recul. Puis là, pour rentrer dans le hockey professionnel, il était devenu adjoint, mais clairement, ce qu'il voulait, c'est être entraîneur-chef. Il va avoir sûrement le même choix à faire quand il va quitter Ottawa. Est-ce qu'il veut peut-être redevenir adjoint quelque part dans la Ligue nationale parce qu'il aime le lifestyle, parce qu'il aime l'argent? Ou est-ce qu'il veut peut-être pas prendre l'expérience, le bagage accumulé, faire un pas de recul, aller dans la Ligue américaine ou retourner dans le hockey junior, puis continuer à prouver qu'il est bon pour développer des jeunes, pour après ça, utiliser tout ce bagage-là pour faire 2 pas vers l'avant. Comme Alain Vigneault, c'est l'exemple. Oui, c'est ça qu'il avait fait. Ben, le nom qui me vient en tête quand tu dis ça, puis là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est l'entraîneur des 67 d'Ottawa. Ça avait fini... Cameron? Non. Présentement. Cameron? Oui. Ça avait fini un peu en coup de poisson avec les sénateurs. Il est allé avec les 67 quelques temps plus tard. Puis là, il connaît quand même du succès. Et j'imagine qu'un jour, il va peut-être vouloir
remonter les échelons. Je sais pas. Dave, il est plus vieux un peu. Je pense que lui, même, il est plus proche de la retraite. Il a décidé de rester dans le hockey junior parce qu'il aime coacher. Mais tu sais, moi, je t'ai mentionné, 66, j'ai pensé à André Tourigny, c'est un peu le même principe. Il était adjoint dans la Ligue nationale, il est retourné junior, il a prouvé que lui était bon pour développer une jeune équipe, puis éventuellement, il a eu sa chance de remonter. Moi, c'est le cheminement que je vois pour DJ Smith parce que c'est loin d'être un mauvais coach. Mais pour en revenir à ta question, je pense pas que c'est lui qui va tranquilliser Brady. Avant de poursuivre, je vais avec mes petites annonces. Sylvain, es-tu amateur de bière? Oui. Est-ce que tu connais la microbrasserie Le 5e Baron? Le 5e Baron, c'est ma microbrasserie de quartier. C'est ta deuxième maison. Wow, c'est ça. OK, cool. Bon, ben, on vous rappelle que le 5e Baron diffuse les matchs des Sénateurs cette saison. Pas tous, mais certains. 15 décembre prochain contre les Stars et le 23 décembre prochain contre les Pingouins. On vous rappelle aussi que vous pouvez aller lire notre ami Stuart Sabourin via le silver7cents.ca. Il revient cette semaine sur notre entrevue avec Maxence Guenette de la semaine passée. Pascal, nous fais-tu l'honneur des nouvelles? Du warm-up, le dernier warm-up avant les fêtes. On va essayer de faire le vide comme il faut pour avoir le plus de place possible pour la tourtière. Parce qu'après les fêtes, on a tout le temps besoin d'un gros warm-up pour vider la tourtière. Fait que, ça commence en gros. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense pas que c'est une surprise. L'annonce nous a surpris, mais le nom ne nous a pas surpris tant que ça. Jacques Martin qui se joint à l'équipe du deuxième étage des Sénateurs. Il ne s'en vient pas comme entraîneur, va pas mettre les patins, va pas aller sur la glace, mais va être là pour aider le groupe d'entraîneurs. Est-ce qu'il va mettre un casque? Peut-être un casque et un full face au complet, peut-être, là. Éviter les accidents. On a eu le premier match, enfin, de notre Yuri Smekal, le joueur de JP Fortin, qui a réussi à jouer quelques minutes. On a le 100e match de Jake the Snake, que certains appellent Jake the Snake, Sanderson. Les Sénateurs naviguent toujours autour de la barre des 500, donc réussissent à rejoindre le 500, mais c'est jamais pour très longtemps. On a aussi quand même une belle nouvelle. Les Sénateurs vont retourner à CHEO, l'hôpital de l'Est Ontario pour enfants, pour la première fois en personne depuis, je pense que leur dernière visite était en 2019. Donc, ça nous donne toujours, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir les jeunes, voir leurs vedettes comme ça, des jeunes malades puis tout ça. Souvent, c'est les beaux côtés du hockey en dehors de la patinoire qui nous fait aussi aimer ce sport-là. Dans la PWHL, la formation complète a été annoncée et on a Eken Shiga qui devient la première joueuse assignée pour une équipe de la PWHL. Originaire du Japon. Originaire du Japon, tiens, c'est peut-être que c'est Stu qui l'a ramené de son voyage au Japon. Billets ont été mis en vente d'ailleurs pour les matchs et puis ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Le premier match, le 2 janvier, c'est déjà sold out, donc ça n'est pas vos billets. Il va falloir en acheter à des scalpers ou des sites de revente. Je pense que c'est pas mal ce qui complétait le warm-up pour cette semaine. Ça ne passe pas grand-chose à ce temps-ci, hein? Non, mais là, on commence à enfiler les matchs, là. Ça commence à faire du bien. Ça prend ça, là. Ils s'en vont dans l'Ouest, là, puis ça va débouler là, pour 15 matchs dans un mois, puis 15 matchs dans janvier aussi. Là. On va en avoir des choses à parler, là, mais on n'enregistrera pas fait que... dans les 3-4 prochaines semaines. Il y a 2 sujets là-dedans que j'aimerais vous entendre brièvement. Le premier, c'est bien sûr Jacques Martin. Ben oui. Est-ce que c'est juste moi ou un poste comme ça n'existe pas ailleurs? Est-ce que ça existe ailleurs? C'est un peu ce qu'il faisait à Pittsburgh. C'est-tu ça? Oui, c'est un peu le même principe. Oui. Ouais. Je sais pas, conseiller spécial par rapport à entraîneur associé, qu'est-ce que ça veut dire, là, mais non, c'est ça. Il y a de plus en plus d'équipes qui font ça. Parce que tu as un paquet d'entraîneurs. C'est vraiment rendu un style de vie extrêmement exigeant d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Il faut que tu sois au bureau à 6h30, 7h le matin, tu pars à 7h le soir, la patinoire, la vidéo, les rencontres. Fait que t'as des hommes, des fois, qui arrivent en fin de carrière, qui ont 55, 60, 65 ans, dans le cas de Jacques, 70, ouais. Puis qui veulent encore demeurer actifs, qui ont encore quelque chose à apporter, mais qui ne sentent pas nécessairement l'envie d'être le premier en amont du groupe. Fait que non, c'est puis les équipes qui ont les moyens, maintenant les Sénateurs en font partie davantage. C'est ça. Ils profitent de ça. Puis est-ce qu'on y a des gens qui stipuleraient que
Jacques Martin pourrait donner une police d'assurance advenant qu'on finisse par dire au revoir à DJ Smith. Est-ce que vous y croyez, vous autres? C'est sûr que c'est la première idée qui nous saute à la tête. Là. Tout le monde a pensé à ça, je pense, tout de suite en partant. Je sais pas si... Tu sais, quand on avait reçu Jacques Martin, JP, tu lui avais demandé... Qu'est-ce que tu penses de ça, recoacher un jour dans la Ligue nationale? Puis il avait pas fermé la porte, tu sais. Moi, je me disais, à son âge, peut-être c'est plus quelque chose qu'il veut faire ou c'est plus, comme Sylvain vient de le dire, c'est tellement exigeant, c'est tellement une job à temps plein puis quand tu t'embarques dans un contrat de 2, 3, 4, 5 ans, rendu à son âge, pas évident. Est-ce qu'il peut être, tu sais, parce qu'on parle souvent de amener quelqu'un, mais amener n'importe qui, amener-le par intérim, amener-le pour le restant de la saison. Je sais pas si tu te rappelles, quand Brian Murray a fait ça souvent, là, Brian Murray, quand il est passé d'entraîneur à DG, il engageait un coach, ça faisait pas, il le mettait dehors, il descendait sur le banc. Mm-hmm. Il en engageait un autre, il remontait en haut. Puis c'est vrai qu'il a fait ça 3-4 fois, je pense. Oui, plusieurs fois. Fait que, est-ce que, tu sais, Jacques Martin, avant, on ne l'avait pas, l'espèce de plan B. Là, je pense qu'ils l'ont. Mais c'est qu'avant, ce qui arrivait, c'est que, là, tu parles d'une solution vraiment temporaire, intérimaire. La réponse que les gens disaient toujours, c'était, bon, mais je veux bien, tu congédies DJ Smith, tu le remplaces par Jack Capuano, mais est-ce que ça va vraiment faire un changement d'amener quelqu'un qui n'a pas plus vu les problèmes ou qui n'a pas plus trouvé de solution quand il est entraîneur adjoint comme entraîneur intérimaire? Là, c'est sûr que pour une petite fenêtre de façon intérimaire, tu pourrais peut-être te débrouiller avec une combinaison de Jacques Martin et Daniel Alfredson, à condition que les deux puissent s'entendre. Tu aurais 2 voies extérieures, mais il faudrait vraiment que ce soit dans le très court terme, parce que je reviens toujours à ça. Tant que tu n'as pas de directeur général, je pense pas que tu peux s'embaucher une bonne entraîneur-chef. C'est sûr. C'est ça. Fait que oui, je pense que oui, il pourrait être un plan B. Puis après ça, il retourne à son travail là, qui était pour lequel il était engagé présentement. Là. Mais puis une autre chose qu'il nous avait dit, JP, dans le temps, c'est qu'il avait dit mon seul regret, c'est de ne pas avoir amené une Coupe Stanley à Ottawa. T'sais, il avait dit ça, c'est quelque chose qu'on a toujours regretté. Puis fait que tu sais, d'après moi, c'est un peu pour ça que quand le téléphone a sonné, il a dit oui. T'sais, ça a peut-être été chercher une corde sensible. Ben, définitivement. Sylvain, je profite que tu es là, j'étais content. La Ligue féminine, tu as couvert quand même l'équipe d'Ottawa, tu as écrit plusieurs articles, tu as fait des profils sur certaines joueuses. Comment tu vois ça, cette équipe-là qui arrive en ville? Ben écoute, d'abord, j'ai été agréablement surpris, mais je dis agréablement. Dans le fond, je connais un peu la communauté de hockey féminin dans la région, au Québec et en Ontario. Et quand j'ai vu que les gens se sont précipités sur les billets quand ils ont été mis en vente, j'ai été content. Tu sais, Ottawa, les gens qui viennent pas d'ici, ils comprennent pas nécessairement le marché. Mm-hmm. Puis des fois, tu vois les 2-3 000 sièges vides à Canada, puis là, tu penses que c'est pas un marché de hockey à cause de ça. C'est une conclusion très, très rapide et facile. C'est un marché qui est plus petit. Mais donc, c'est plus difficile pour une équipe des ligues majeures. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était une vraie ville de hockey comparativement à beaucoup d'autres villes où, par exemple, à Montréal ou Toronto, tu as une équipe qui règne en maître puis les autres équipes se ramassent les miettes. Tandis que dans la région d'Ottawa-Gatineau, il y a beaucoup d'équipes de hockey qui ont du succès. Puis je suis vraiment content de voir que le public attendait ça. Ce que je peux dire, écoute, ce que j'ai vu, j'ai allé voir plusieurs pratiques au camp d'entraînement. Okay. Les femmes qui vont faire partie de cette équipe-là sont prêtes. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'ils espèrent ça. Ça va être du beau hockey, ça va être du hockey sérieux. Puis que le fait que le public répond tout de suite, moi, je trouve ça extraordinaire. Bien, on l'a vu juste dans le petit camp d'entraînement qu'il y a eu un peu plus tôt, là, dans la semaine passée. Ça donnait du coude. Là. Ils ont hâte, eux autres. Là. Non, ça va être super le fun. Vous avez eu Audrey-Anne Veillette en entrevue. Allez-vous essayer d'aller chercher d'autres personnages de l'équipe ou des acteurs? C'est pas évident. À moins que tu me dises le contraire, j'ai pas ciblé beaucoup de personnes qui parlent français. Non. Fait qu'on attend. Audrey-Anne nous avait dit qu'elle reviendrait nous reparler de son expérience du camp après les fêtes. Fait que si tout va bien, tout ça, comment ça va? On va avoir des nouvelles. Moi, j'ai plein de questions parce que les informations sortent un peu au compte-gouttes, on dirait. Fait que, elle, sa situation est un peu particulière vu qu'elle était blessée. Là, des joueurs qui ont été mis au balotage, des équipes pouvaient les réclamer, il y a des joueurs qui ont changé d'équipe, mais c'est pour ça que les règlements sont pas... soit que je les ai pas trouvés ou qui sont pas qui sont décidés pas clair un peu encore. au fur et à mesure. Là.
Mais je suis curieux de savoir, elle, dans son cas, qui n'a pas eu de contrat, mais qui a été repêché par l'équipe, c'est quoi qui l'attend quand sa blessure est rétablie? Est-ce qu'elle a une chance de... Ou est-ce qu'elle attend l'année prochaine? C'est toutes des questions comme ça que moi, je suis curieux de savoir comment ça va fonctionner. Là. Je suis pas allé depuis quelques jours. Là. Moi aussi, j'ai beaucoup de questions à poser. En tout cas, super excité. Moi, je le dis toujours, je suis un gars d'équipe d'Ottawa. Fait que dès que j'ai entendu dire que l'équipe était pour être à Ottawa, j'ai embarqué. Puis j'espère que ça va être un peu comme ça dans tous les marchés, puis que ça va pouvoir continuer à évoluer dans d'autres villes, dans d'autres... que ça va grossir avec les années, en tout cas. Bon, monsieur? Ouais, à 100%. Pascal, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Eh boy, c'était pas la bonne personne pour tes choses sérieuses. Surtout pas aujourd'hui. Là, on est festif. On a 12 souhaits. On l'a dit en début d'épisode. Pour les sénateurs, pour Michael Andlauer. Pascal, tu nous passes ça maintenant? Oui, c'est ça. À la thématique des 12 jours de Noël, un peu comme on a fait l'année passée où j'avais brisé les oreilles de tous nos auditeurs avec ma voix de casserole. Cette fois-là, on est allé dans une thématique un peu plus rap. On a Phil qui a fait la chanson de Marc Legault en rap. Donc, je me suis laissé aller. J'ai ressorti le Drake en moi. On va y aller. Le Ray Emery, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Ah! C'est quoi t'as dit? Le Ray Emery, jour de Noël. OK, ça, c'est le premier. Il va avoir une twist, là. Oh, tu t'es donné. Yes. Bâtard. Bon, ben parfait. Souvent, t'es à l'aise avec ça? Je suis de moins en moins prêt, mais let's go. Oh là là. Le premier jour de Noël, est-ce que les sénateurs vont nous donner un directeur général? J'ose espérer que oui. Avant D'ici la fin de l'année? Ouais. Avant la fin de la saison, okay, plutôt? Écoute, moi, je le sais pas. Le plus fascinant dans cette histoire-là, là, c'est que Steve Staios est capable de manœuvrer dans le plus grand secret en ce moment. C'est quand il pense comme il faut, là, tous les candidats qu'on a identifiés, que ce soit Mathieu Darche, Sean Orkoff, Jason Spezza, tous ces gens-là travaillent avec d'autres équipes comme c'est là. Donc, il faut qu'ils demandent la permission à leur patron s'il veut leur parler. Fait que ça fait en sorte que tu as des gens qui sont mis au parfum. Puis c'est comme ça que les nouvelles coulent aujourd'hui. Tu sais, tu as un employé des Pingouins qui est mis au courant que Spezza doit parler avec les sénateurs. Fait que là, qui parle à quelqu'un, puis à un moment donné, oups, Elliot Friedman est au courant. Ouais. Fait que je suis vraiment surpris que ça fait au-dessus d'un mois là, qu'il visiblement il doit être à la recherche d'un directeur général. Puis il n'y a aucune information qui a coulé. Nulle part. Est-ce que peut-être il n'est pas en train de chercher? Je peux pas croire. Écoute, c'est tellement un poste important. Puis, regarde, là, admettons que les sénateurs ne se replacent pas. Puis qu'ils se dirigent pour ne pas faire les séries. Là, il va y avoir une nouvelle stratégie de vente à l'approche de la date limite des transactions. Ben là, ça te prend un directeur général pour piloter ça. Si tu veux faire les choses correctement, à moins que le candidat qui l'intéresse vraiment soit pas libre avant l'été. C'est ça. Mais moi, au minimum, il doit faire ses devoirs. Il y a beaucoup de jeunes candidats de qualité qui sont là. Je suis convaincu qu'il a fait des entrevues, qu'il a parlé avec des gens jusqu'à maintenant. Tu as parlé de Jason Spezza, ça. Moi, j'y crois semi, là. Ben, écoute, comme je te dis, là... Non, mais on parle pour parler, là. Ouais, ben... Il est encore très jeune, il vient d'avoir 40 ans, mais ceci dit, Mathieu Darche puis Sean Orkoff sont plus vieux, mais pas tant. L'autre candidat qui est pressenti à l'interne, qui a un peu le même profil, c'est Ryan Bonus, qui a lui aussi la jeune quarantaine. Fait que dans le fond, tu sais, je sais pas si je sais que Spezza, il se prépare à ça depuis, écoute, il avait 25 ans puis il nous en parlait. C'est vrai? Ah oui, OK. Il a toujours alimenté ce rêve-là, même quand il jouait. Fait que je sais pas à quel point c'est farfelu. Moi, je pense que, écoute, moi, j'ai un penchant pour Mathieu Darche, qui est quelqu'un avec qui je travaillais à RDS, que je connais depuis, qui jouait au hockey dans la Ligue nationale, que je l'interviewais chaque fois que j'avais la chance de tomber dans la même ville que lui. Fait que j'ai un petit faible, c'est personnel, mais je serais pas prêt à dire que les autres sont en dehors de la course non plus. Parce que c'est ça, il faut trouver l'équilibre entre... Staios nous parle tout le temps de patience, puis il nous parle de long terme, puis il nous dit lui-même qu'il veut pas faire les deux rôles, puis il veut pas le faire longtemps, puis je pense pas que lui, il veut se concentrer sur d'autres choses, fait que d'être pris, puis même si les sénateurs vont pas pire, la date limite des transactions va arriver, puis il va avoir des téléphones, il va avoir du mouvement, peu importe. Fait que c'est trouver l'équilibre entre être
patient, puis de se limiter dans nos choix parce qu'ils ne sont pas disponibles, puis ils vont peut-être être disponibles cet été. Mais en même temps, ça prend quelqu'un là présentement, là, ou bientôt. Fait que est-ce qu'il va être capable d'avoir le candidat idéal? Peut-être pas, mais il faut qu'il règle ça en janvier, je pense. Idéalement, ça prendrait quelqu'un en janvier. Je suis d'accord. Idéalement. Ouais. Prochain sujet. Le zoubième jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Tu l'as pas étiré assez longtemps, ton Zoom. Ah ben là, il fallait que ça fitte avec la musique. Là. Deuxième jour de Noël, ça va avec le directeur général. Est-ce qu'on s'attend à un changement d'entraîneur? Ben, c'est ça, tant qu'il n'y aura pas de DG, I guess. Non, je sais, mais on assume qu'il y en a un, là, mettons. Là. Ben, même pas, là. Est-ce qu'on est patient avec DJ Smith si ça perdre? Maintenant, ça devient une joke. Ouais, mais comme je te dis, tant qu'il n'y a pas de directeur général... Ça bouge pas. L'objectif... Quand Michael Lauer a pris le contrôle de l'équipe, son premier objectif, là, c'est urgent, c'est de redonner une crédibilité à l'organisation, c'est de faire en sorte qu'on se débarrasse de tout ce qui fonctionnait pas avant, puis qu'on remette cette équipe-là sur les rails, que l'équipe recommence à se comporter comme une équipe des ligues majeures. Mais la pire chose qui pourrait arriver à ce moment-là, ce serait que on se dépêche, on congédie Smith parce que là, ça fonctionne plus, mais qu'on donne un contrat de 2 ou 3 ans à un coach qui n'est pas le candidat qu'aurait choisi le prochain directeur général. Ce serait encore faire les choses à l'envers, puis ça, j'y crois pas. Moi, ce que j'avais dit, c'était... Nous, en tant que partisans, la patience est extrêmement courte. À ta bout, on n'en a plus. Mais Andlauer, lui, s'il arrive, là, c'est un investissement à long terme, cette équipe-là. Avec lui, il n'a peut-être pas l'urgence d'avoir des résultats cette saison. Est-ce que c'est complètement farfelu? Ben, oui puis non. Je te dirais qu'il est arrivé en joie le vert contre la Ligue nationale de hockey un petit peu parce que lui, il aurait voulu que le processus se règle beaucoup plus tôt. Oui. Il aurait aimé ça idéalement, avoir les clés du building aux environs de la mi-juillet. Fait qu'il aurait peut-être pu déjà enclencher des choses, régler des dossiers qui feraient en sorte qu'aujourd'hui, il ne serait pas pogné avec un entraîneur à qui il reste une demi-saison sur son contrat. Mais là, il a ramassé l'équipe en septembre, qui était trop tard pour faire des changements quand l'entraînement commençait. Fait que c'est ça qui arrive. Il n'a pas le choix de vivre avec. Puis quand il est patient, c'est justement que là, il peut pas compenser en ayant des overréactions à tout bout de champ puis à changer des choses. Il va prendre le temps de faire des choses comme il faut. Puis si ça veut dire qu'il y a une autre saison, il fait pas les séries, ben coudonc, il va l'accepter. Mais en même temps, je pense qu'il aurait été content de commencer sur une meilleure note que ça. Il va juste rester un an de Claude Giroux après, là. Non, on va leur signer encore. Combien d'années Claude Giroux peut jouer encore? Au rythme qu'il va là, d'après moi, il peut jouer encore 2-3 ans, certains. Moi, je pense. Dépendant après ça de comment il va être gourmand puis comment il va voir son rôle. Tu sais, si mettons, il descend plus dans un rôle de deuxième, troisième trio, 45-50 points, un joueur intelligent qui fera pas mal à l'équipe, il peut continuer un petit bout de temps encore. Parfait, on aime ça. Troisième sujet. Le hip check méthode jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Est-ce qu'on va avoir un Thomas Chabot en santé? Ce qui est bizarre avec Thomas Chabot, c'est que c'est tout le temps des problèmes différents. Tu sais, c'est pas une blessure qui revient tout le temps. C'est une cassure là, une foulure là, une main, une jambe, un pied. C'est Monsieur Patate, là, des blessures, c'est jamais à la même place. Tu sais, on était à la game du P contre le Kraken, puis une bonne game, tout va bien. Pouf, il s'effondre dans un coin, reste couché, vient finir la game. Fait qu'on dit, on l'a échappé belle. Finalement, MRI, puis encore sur la liste des blessés à long terme. Ça commence à être redondant à chaque année. Ce qui est inquiétant dans ce cas-là, c'est que là, c'est 2 blessures rapprochées qui vont lui faire manquer en tout et partout 2 mois, 2 mois et demi de hockey, si tu additionnes les deux. Là, quand il va être prêt à revenir au jeu, on va être quelque part dans le début de l'année 2024. Fait qu'il va avoir manqué pratiquement, c'est ça, 2 mois de hockey, 2 mois pendant lesquels les autres joueurs ont pris de la vitesse, puis ils connaissaient déjà pas un bon début de saison. Moi, je serais préoccupé. Écoute, les Sénateurs sont quand même meilleurs dans leur formation avec un Thomas Chabot à 60% de ses capacités qu'avec pas de Thomas Chabot du tout, mais c'est plate pour lui parce qu'il va passer le reste de la saison à courir après le groupe. Êtes-vous d'accord qu'un Thomas Chabot et un Jacob Chychrun devraient occuper le même siège dans cette équipe-là? Moi, j'ai de la misère à avoir un des deux sur la troisième paire.
Puis j'ai pas l'impression que l'expérience d'en mettre un à droite a vraiment fonctionné à date. Fait que c'est là que j'ai un problème. Non, par contre, pendant les quelques matchs, les 2 matchs où Chabot était là, avec Jake Sanderson à droite, par contre, ça allait pas si mal que ça. Je serais curieux d'en le voir un peu plus longtemps. Ouais, peut-être plus qu'avec Chychrun, qui lui, dernièrement, c'est pas le Jacob Chychrun qu'on pensait qu'on avait signé défenseur numéro 1 en Arizona, là. Il me laisse un peu pantois, comme disent certains, dans les derniers matchs. Tu sais, quand il est arrivé, il nous avait surpris l'année passée, début de saison, quelques buts en partant sur le power play. Connaît peut-être un creux, mais en même temps, est-ce qu'il est exactement dans la bonne chaise aussi? Tu sais, fait que c'est 2 défenseurs qui vont gagner au-dessus de l'année prochaine, au-dessus de 6 millions, je pense. Sur le AAV, ça va être 4,5, je pense, Chychrun, mais il va gagner entre 6 et 8. C'est beaucoup d'argent à donner à ces 2 gars-là. Là. Moi, je serais juste prudent parce que il y a beaucoup de partisans qui regardent ça, puis pour toutes sortes de raisons, qui parlent de peut-être sacrifier un défenseur à une transaction. J'aimerais ça que les gens n'oublient pas d'où les sénateurs viennent. Ouais. Puis comment ça a été difficile en 2017 puis 2023 quand ils ont passé 5 ou 6 ans à essayer de se reconstruire un top 4 puis à plugger un joueur puis un autre joueur qui n'était pas capable de jouer dans ce rôle-là. Puis quand tu n'as pas 4 bons défenseurs, je ne pense pas que tu peux aspirer à une place aux séries dans la Ligue nationale de hockey. Ah non, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des façons de revirer les morceaux du casse-tête pour que ça fitte, que ça fonctionne avec peut-être un Sanderson à droite. Mais moi, je serais très prudent avant de décider d'en échanger un. Oui. Parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. La Belleville, il n'y a plus grand-chose. Là. Ben, tu parlais d'un défenseur? Non. J'explique où je m'en vais avec ça. Ouais. Si je me dis, moi, je suis personne, je connais rien. Là. J'ai juste l'impression que on a la défensive qu'on a présentement, puis je comprends ce que tu dis, Sylvain, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme la chaise à 5 pattes, puis il y en a une plus courte que les autres. C'est comme ça que je vois cette défensive-là. Puis en même temps, je regarde ce qu'il y a dans des pipelines de cette équipe-là. On n'a pas d'avenir ben. On n'a plus de choix de première ronde trop. On a des choix de première ronde qui n'ont pas fonctionné. Essayes-tu d'aller chercher quelque chose avec un de ces gars-là? Mais tes arguments, JP, ils sont super valables. Puis j'ai pas la prétention de connaître ça mieux que toi ou que comprendre mieux la vie que n'importe qui. Non, mais tu sais, j'ai l'avantage d'avoir passé une vingtaine d'années sur le terrain avec du monde du hockey, mais c'est pas parce que j'ai eu cette expérience-là que mon opinion vaut nécessairement mieux que la tienne. C'est correct qu'on ait une conversation de même puis qu'on échange. Puis peut-être que des fois, tu fais un pas vers l'arrière pour en faire 2-3 vers l'avant. Peut-être qu'il y a une solution quelque part d'aller ramasser un jeune défenseur de 19-20 ans qui va être un top 4 dans 2 ans. Ça se peut très bien, là. Mais je te dire que avant de sacrifier Thomas Chabot dans une transaction, moi, je m'assurerais de savoir qu'il y a vraiment un bon plan en place pour continuer après ça, puis s'assurer qu'éventuellement, tu vas les avoir tes 4 défenseurs d'élite. C'est clair. C'est clair. Thomas Chabot, l'année passée, moi, j'avais donné un mulligan. J'avais dit, OK, c'est juste l'année passée. Il va revenir l'année prochaine. Ça va bien aller. Je peux pas dire que tout cassé. Mais ça a pas pris 10 matchs cette année. On dirait qu'à Ottawa, ça prend absolument un mouton noir à défensive. Ça prend quelqu'un à vouloir échanger tout le temps. Nomme-là, il y en a eu un paquet. Puis là, c'est ça que je vois. Là. Je vois que les gens, si je parle des partisans puis je parle de Twitter, qui est pas une source de fiabilité, là, ça semble être le joueur, là, Trade Chabot, tout le monde parle de ça. Fait que... Mais tu as raison. Puis souvent, tu vas remarquer que c'est les défenseurs qui ont la rondelle souvent. Ils ont ce point-là en commun. Fait que c'est l'erreur la plus facile à spotter pour n'importe qui, moi y compris. Il n'y a personne ici, José Hockey, Jacques Martin, il connaît ça 100 fois plus que moi, mais moi, je peux les spotter, les revirements puis les mauvaises décisions prises avec la rondelle. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on a tendance, je pense, à embarquer sur le dos d'un défenseur. Sauf qu'en même temps, quand Thomas Chabot est là, qu'il soit à son meilleur ou pas à son meilleur, de façon générale, la rondelle circule plus facilement. Puis ça fait en sorte que tu exposes moins un jeune comme Bernard Docker ou Brandstrom sa patinoire, puis ça rend tout le monde meilleur un peu. Ben, quoi qu'il en soit, j'ai définitivement hâte de voir cette défensive-là dirigée par un autre groupe d'entraîneurs éventuellement. Oui. Là, c'est difficile de se faire une opinion ou de les juger convenablement, j'ai l'impression.
Thomas Chabot, as-tu connu un autre coach? Il a été sous Guy Boucher, lui. Il a été sous Guy Boucher l'année et demie. Mais toutes les autres, à Ottawa, c'est le seul coach qu'ils ont connu. Là. Hey, on disait que ça fait 20 ans de ça, ça n'a même pas de bon sens. C'est un vétéran. Prochain sujet. Oh. Le Big Rig, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Wow. 4e jour. Est-ce qu'on va finir par avoir une pelletée de terre sur les plaines de Breton ou ailleurs? Ou du moins une annonce, quelque chose? Ben, la dernière annonce qu'on a eue, c'était que C'est que c'était prolongé. C'est ça, c'est qu'il avait donné une extension pour pouvoir... Fait que, au moins, on sait qu'il y a une ouverture. Là. Que ça jase. Ouais. Je veux dire que je commence à avoir hâte qu'il y ait quelque chose de concret, tu sais. Moi, je suis pas pressé pour celui-là. Non, pas du tout. Écoute, encore, même principe, t'as un groupe qui vient d'arriver en poste, puis ce que j'ai retenu, c'est la dernière déclaration qui n'était pas cryptique de Michael Andlauer, c'est peut-être finalement qu'il n'y a pas assez de terrain aux Plaines-le-Breton pour nous permettre de développer tout ce qu'on veut. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, le groupe de Ryan Reynolds, eux, ce qu'ils voulaient au départ, c'était une permission de négocier avec la CCN pour d'autres terrains qui sont adjacents aux Plaines-le-Breton puis qui ne sont pas exploités en ce moment. Fait que c'est normal là, que Michael Andlauer, moi c'est ce que je pense, avec la famille Malhotra, les constructeurs en ce moment, ils yeux de ces terrains-là, puis ils voient la possibilité de maximiser le potentiel du développement, parce que c'est pas avec l'aréna qu'ils vont faire de l'argent, c'est avec tout ce qu'il va y avoir autour. Fait que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, c'est un début de négociation. Il essaie pour essayer de gratter. Le maximum, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu peux, Sylvain, s'il te plaît, nous dire à tout le monde que les niaiseries qui ont sorti sur le retour des Nordiques, c'est du niaisage. Ouais, ben, c'est une lubie, écoute. Puis là, je dis ça avec beaucoup d'amour et d'amitié pour Richard Lavigne, c'est un collègue que j'ai depuis 20 ans, mais j'ai un petit peu l'impression que cette journée-là, il n'y avait pas vraiment de sujet pour la radio, puis il voulait avoir un impact quand même, fait qu'il a décidé de sortir cet épouvantail-là du garde-robe. Mais non, regarde là. Michael Andlauer vient de dépenser 950 millions de dollars pour acheter l'équipe. Il s'est associé, il s'est adjoint des gens de la région autour. D'abord, il a promis à Gary Bettman, ça doit être enchâssé dans le contrat, que l'équipe ne serait pas déménagée. C'est la condition pour l'acheter. Je pense que c'est un journaliste à Montréal qui a juste décidé qu'il voulait ouvrir un panier. Moi, je trouve ça, ça génère toujours des commentaires. Ça excite toujours notre JP Fortin qui, lui, aimerait ça les voir en bleu parce qu'il serait à 2 heures de pouvoir aller les voir. Mais au bout du compte, je trouve que ça joue avec les sentiments des gens de Québec. Puis c'est pas juste lui, c'est tout le monde, c'est les politiciens, c'est tout le monde qui, quand ils ont besoin d'un peu de sympathie, sortir cette espèce de squelette-là, ça marche tout le temps. Ça génère tout le temps des discussions. Fait que tant qu'on va en parler, il va revenir le sujet, I guess. Tu sais, moi, je le souhaite pour tous les gens que je connais qui viennent de l'autre côté de la province, ma famille qui serait aux Anges, mon père qui serait le premier content. Puis en fait, moi, je serais content. On a besoin de plus d'équipes canadiennes. Mais en même temps, si la Ligue était vraiment intéressée à ramener une équipe à Québec, il y a eu 2 opportunités de le faire avec les 2 expansions, puis ça n'a pas fonctionné. Juste pour boucler la boucle, là, si jamais ça arrive, je pense que ça va être par un déménagement parce que je vois pas qui va être capable de dépenser 1 milliard pour... ou ça va être rendu combien? 1.2, 1.3, 1.4 dans, mettons, 5, 6, 7 ans. Je le vois pas arriver, ça. Bon, sujet clos. Prochain sujet. Le Cody Ceci, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Cody Ceci, hein? C'est-tu le plus marquant qui a porté le 5, ça? Moi, j'écoutais puis j'essayais de deviner, puis je pensais à Christophe Chouval pour une raison X. Je pense que oui, numéro 5. Oui, monsieur. Hey, j'ai une photo avec lui quand j'étais petit, quand j'étais jeune. En tout cas, une histoire pour une autre fois. On a parlé de l'aréna, du nouvel aréna, Centre Canadian Tire, est-ce qu'on finit par avoir de l'eau chaude? Oui, mais on l'a trouvé, l'eau chaude. On sait où est-ce qu'elle est maintenant. Allez, on sait ce qu'elle est, l'eau chaude, on l'a trouvé l'autre jour. Oui. Elle est à la hauteur des galeries de presse. Ah, OK. Peut-être au 4e étage. C'est ça. Il y a juste là qu'il y a de l'eau chaude. Ben là, je voulais pas dire le secret parce que moi, j'ai tout le temps eu de l'eau chaude. Je voulais pas faire mon flasher puis commencer à créer des problèmes puis des envieux. Mais blague à part, là, on dit puis on s'attend à ce que la nouvelle aréna, s'il arrive un jour, va prendre plusieurs années. Ça veut dire que le Centre Canadian Tire, il faut qu'il continue à rouler, il faut qu'il soit renouvelé.
Parce que c'est un problème. Est-ce qu'on s'attend à des gros changements? Est-ce qu'on... Je sais pas. Puis honnêtement, c'est même pas une question qui a été posée. Dans toutes les fois où on a croisé Michael Andlauer, je pense qu'on s'est pas rendu jusque-là. C'est une très, très bonne question. J'ai aucune idée. Oui, parce qu'il va y avoir un peu de maintenance à faire. Là, veux pas. C'est quoi, 92 qui a été bâti à peu près? 96? Oui, 96. 92, l'équipe est revenue dans la Ligue, mais elle a joué combien de temps? Puis je me souviens, c'était le premier hiver où je vivais en Outaouais. C'est là qu'ils ont inauguré et le casino du Lac-Limé et le Centre Canadien Tire. OK, je pensais pas qu'il avait joué longtemps de même au TD Place ou au Centre Civique. Je pensais que ça avait été une question d'une demi-saison, quelque chose de même. Ouais. Tabarouette, OK. Ah, en tout cas. Mais c'est quand même un aréna qui arrive justement, qui va avoir une trentaine d'années. Fait que oui, effectivement, M. Melnyk se plaignait constamment que ça coûtait extrêmement cher de juste entretenir le building. Peut-être que M. Andlauer a des idées, on verra. Je suis curieux de savoir s'il va peut-être... Là, moi, je dis n'importe quoi, mais moi, ça revient toujours à se rendre à Canada. Y a-tu moyen vraiment de... que ce soit avec OC Transpo ou whatever, d'augmenter ça avec la STO, je sais pas. Bref, à suivre. Parce qu'on est pogné à la Canada pour un autre moment, là. Tu vas aller au moins pour 5 et 10 ans encore, si tout va bien. Et là, bon, mais l'autre train va se rendre dans ce temps-là. Ouais, puis ça se fait bien, ça se fait bien. Toi, tu parles de Gatineau, c'est facile. Ben, toi, tu parles de quoi, toi? Ben moi, historiquement, je pars de l'Est ontarien. C'est ça. Là, je pars de Saint-Albert. Ben, c'est pas plus facile de Gatineau, là. C'est un... Y aller, c'est tout dépend du trafic, de la température, mais tu calcules une bonne heure. Mais je veux dire, ça se fait bien. Ça se fait. Non. Mais ça, c'est un vrai problème. Je connais des gens à Rockland qui m'ont déjà dit que ça prenait le même temps rentrer du Centre Bell que rentrer du Centre Canadien Tire. Puis tu ne peux pas développer. C'est un de tes rares marchés secondaires. Tu compares Montréal avec Ottawa. Je veux dire, à Montréal, tu as 3 millions de personnes. À Ottawa, tu as 1 million de personnes. Ça, c'est la région métropolitaine. Mais après ça, pour remplir les 21 000 sièges du Centre Bell, Montréal a accès au Québec au grand complet comme marché secondaire. Ottawa n'a pas ça. Dès que tu sors un peu de la ville, tu tombes soit en territoire du Canadien à l'est ou des Maple Leafs à l'ouest. Mais l'Est ontarien, en principe, devrait t'appartenir. Mais si tu me dis, puis Rockland, c'est pas, encore une fois, tu parlais de Saint-Albert, L'Orignal ou Plantagenet. Je veux dire, Rockland, c'est le début de l'Est ontarien, puis déjà, c'est aussi proche de la Montréal que de la Canada. Tu les auras jamais, ces fans-là. Parce que un soir de semaine, tu pars de Saint-Albert, tu frappes le trafic des gens qui travaillent au centre-ville assez rapidement, là. Puis qui s'en vont vers Canada. Tu t'en vas là-dedans, puis tu te ranges à Canada. Là. Et tu pars de chez vous à 3 h de l'après-midi, puis je sais même pas si tu vas voir le warm-up. Là. Arrête. T'exagères. Non, mais, tu sais. Fait que, voilà. Prochain sujet. Le Jacob Chikrin, jour de Noël, le sénateur moderne. T'as les modernes. Ah oui. Le plus possible, sauf quand j'avais pas le choix. Pensez-vous qu'on va voir le chandail avec le haut revenir un jour? Un autre sujet, il y avait tellement de choses à discuter avec les Michael Andlauer qu'on ne s'est pas rendu jusque-là. Puis on n'a pas vu Cyril Leaders souvent cet automne. Moi, je ne sais pas si on va le revoir, mais je le souhaite. Je le souhaite à notre ami Jacob. Et puis, je pense que les partisans ils ont aimé ce chandail-là. Beaucoup. On en a eu 3 déclinaisons, un noir, un crème puis un rouge. Et j'aimerais ça le revoir dans la rotation. Je pense que ça fait juste du sens. Puis... Moi, je suis un peu je suis un peu intense, là. Les chandails de hockey, c'est un sujet qui me passionne dans la vie. Puis, je suis comme un peu choqué par le nouveau chandail du Kraken de Seattle. C'est toi qui as fait le tweet. C'est moi. Il était excellent. Ah, merci. Ouais. Parce que c'est à quelques détails près, c'est le même chandail. Les couleurs ont été changées, mais c'est tout. Fait que ce genre d'image qui appartenait au sénateur, le Barber Pole, ça l'était approprié avec le chandail en haut, en hommage à notre histoire. On dirait que là, le Kraken, ça l'a pris. Fait que là, si on ramène le haut, c'est comme, OK, c'est comme malaisant, je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un autre chandail éventuellement. Peut-être. Une autre façon d'aller chercher les rayures horizontales. T'sais, écoute, moi, je suis comme toi, je pourrais parler des chandails de hockey pendant 10 heures de temps. Mais dans les plus beaux chandails, puis là, Pascal va être super content. Dans les plus beaux chandails de hockey au monde entier, il y a celui des Saguenay de Chicoutimi. Yes. Avec des rayures horizontales sur les manches, c'est
super beau, ou celui des 67 d'Ottawa, le chandail qu'il porte, là, qui est tout rayé du début à la fin. Je trouve que c'est des magnifiques chandails. Il y a peut-être moyen de jouer là-dedans puis de ramener un haut. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il prépare Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai concept novateur de la part des sénateurs, un chandail différent. C'est ça. J'ai relancé ça. C'est pas quelque chose qui me passionne, mais pas du tout, les chandails de hockey. Mais j'étais curieux. Tu sais, j'ai lancé la discussion avec Jacob et avec JP. Je me disais, ça ressemblerait à quoi un nouveau design, nouveau logo, nouveau concept, plus de face de gladiateur. Les deux, on a dit non. Puis je me suis fait rabrouer du. Ouais, ça a pris 2 secondes apparemment que je suis pas dedans pantoute. Fait que... Mais Jacob, il y avait deux. Jacob, je me souviens, là, quand on avait la discussion sur vers quoi il fallait que le rebranding s'en aille, il y avait 2 voies possibles. Il voyait soit son chandail à lui avec le haut ou le chandail des années 90, mais il n'y avait pas de troisième option potentielle. Moi, je vais te reposer la question, Pascal. Comment tu peux rester insensible devant le chandail des Non, je sais. C'est un des plus beaux chandails. C'est une bande ses épaules avec des rayons horizontales. Puis ils l'ont changé, hein, puis ça a été tout un débat. Ils ont changé le logo. Oui, ça a été un méchant débat. Ils l'ont fait un peu plus moderne, où est-ce que le S est un peu le fjord du Saguenay, tu sais, puis tout ça. Puis je pense qu'ils sont revenus à l'ancien, puis le nouveau est un 3e chandail, à moins de me tromper, là. Ils sont effectivement, je suis pas mal certain, revenus à l'ancien avec la couronne. C'est ça. Puis ils utilisent l'autre dans d'autres événements, ce qui était probablement la meilleure idée du départ. Là. Il va finir par mourir d'une façon ou d'une autre. Hey, pendant qu'on parle de chandail, Sylvain, parenthèse, t'as pensé quoi des chandails des équipes de la PWHL? Écoute, j'ai trouvé que je les ai pas trouvés aussi affreux que bien des gens ont prétendu. Maintenant, j'ai bien aimé la réponse de Daniel Savageau qui a dit, écoutez, là, c'est nos chandails héritages. Ouais. C'est juste qu'on les sort, on joue avec une année, puis après ça, on verra. Cette saison-là, je pense que ça va être une saison où la Ligue va trouver sa place, va trouver ses fondations. Puis moi, pour le plaisir de voir des femmes, les meilleures femmes au monde jouer au hockey professionnel, je suis prête à accepter que tout ne sera pas parfait la première année. Je pense les gens étaient déçus de ne pas avoir le genre de petit effet wow. Puis c'est dommage un peu parce que c'est la première chose concrète et visuelle qu'on avait sur la Ligue. Mais en même temps, avec le recul, moi, je trouve que ça fait bien du sens. Puis genre, le chandail blanc qui dit Ottawa en diagonale, moi, je l'achète, là, tu sais. Moi, je veux un chandail qui dit Ottawa en diagonale. Mais ça, c'est moi. Peut-être ça va finir comme ça aussi, là, les concepts. Écoute, moi, je pense que la Ligue, là, il y a eu beaucoup de presse pour toutes sortes de raisons cet automne parce que c'est naturel, là, mais je crois que quand les femmes vont sauter sur la patinoire, tout d'un coup, tout le reste sera plus important. Là, quand le spectacle va commencer puis les matchs vont être à la télévision, là, tout d'un coup, c'est ça qui va prendre le dessus, puis j'ai hâte de voir ça. Tu parles de télévision, moi j'ai hâte de voir s'il y a des annonces qui vont sortir, parce qu'il faut que ça se fasse vite, là. Il avait dit que tous les matchs seraient diffusés quelque part. Mais là, c'est en mois de janvier, ça s'en vient. Ça là. risque peut-être plus d'être en streaming ou d'être, c'est ça, sur le web qu'à TV. Une genre de plateforme à la AHL TV, genre. Netflix. J'ai pas de réponse. Non, je te demandais pas, mais je passe tout haut, là. D'après moi, est-ce qu'ils vont voir ça comme une opportunité de tester les nouveaux médias, tu sais, les plateformes de streaming, vers quoi les sports professionnels sont en train de s'en aller? Ça peut être une belle façon de tester le marché. Là. Tout à fait. Number 7. Prochain sujet. Le Brady Tkachuk, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Pour une raison, j'espérais Kyle Turris. Moi, je suis un peu nostalgique. 7e jour, est-ce qu'on va finalement voir notre ami Maxence Guenette avec les sénateurs cette saison? Encore pas rappelé, là. On vient tout juste, au moment où on enregistre, on a rappelé Larson de Belleville. Ouais. Alors que, en tout cas, tout porte à croire que c'est lui qui performe le mieux présentement. Il joue à droite, justement, comme tu avais posé la question. Ça peut sûrement aider. Je sais pas c'est quoi qui tarde. Puis on se posait la question aussi, Sylvain, peut-être tu le sais un peu plus. Quand vient le temps de faire un call-up, c'est-tu plus le coach, le DG, une discussion entre les deux avec le coach de Belleville? Qui met son pied à table et qui dit ça me prend lui? D'habitude, c'est le directeur général qui appelle le coach de Belleville. Puis le coach de Belleville, il voit sa recommandation. C'est lui, non seulement qui voit les matchs de très près, mais il voit aussi toutes les séances d'entraînement.
c'est le coach qui voit c'est qui le joueur qui mérite un rappel. Écoute, ensuite de ça, le directeur général peut prendre la décision qu'il veut, mais un bon DG qui est à l'écoute va faire confiance à son coach. Puis le plus bel exemple dans ce sens-là, puis je remonte à il y a longtemps, en 2013, à la fin de la saison, quand Jean-Gabriel Pajot a eu son premier appel, c'est Luke Richardson qui l'a vendu. Brian Murray a téléphoné, il a dit « Écoute, ça nous prend un joueur d'avant. » Puis il a nommé, je pense, 2-3 joueurs. Puis Luke, il a dit « Non, celui qu'il te faut, c'est Pajot. » Puis là, Brian, il a dit « Pas vrai, hein? » Là, il est comme le jeune de 20 ans qui mesure 5 pieds 8 puis qu'on n'a pas vu. Il a fait confiance. C'est un gamer, on le voit de plus en plus en fin de saison. Puis Pajot est arrivé en 2013, puis on se souvient de ce qui s'est passé. Fait que oui, c'est David Bell. Je sais pas c'est quoi la relation de Max Guinnett avec David Bell en ce moment à Belleville, mais c'est lui qui pourrait y faire le service de le recommander pour un rappel éventuellement. Fait que c'est pas tant que DJ là, qui va savoir qui est là, qui est prêt, qui veut. Ça se passe plus entre le DG et le coach de Belleville. Non, puis c'est pour ça que je vous dis depuis le début que c'est l'embauche du directeur général qui prime, parce que c'est lui qui prend toutes les décisions. L'entraîneur, lui, le seul pouvoir qu'il a, c'est le temps de glace. Mais les joueurs qui coachent, c'est les joueurs que le directeur général lui donne. OK. C'est intéressant de savoir ça. Prochain sujet. Vos prédictions? Hein? Numéro 8. Numéro 8, il y en a juste un. Ça va être Frank Finnegan. Le Frankie Finnegan, jour de Noël, le sénateur Mondonay. Il va se passer quoi avec le contrat de Shane Pinto? Attends, ça là. Ça va être facile. Ça va être facile. Tant qu'à moi, là. Ça va être minimum. Ben oui, écoute, là, quand il était suspendu, Pierre Dorion a retiré toutes les offres contractuelles qui avaient été déposées sur la table. Il a seulement laissé l'offre qualificative, qui essentiellement est pour une valeur très, très faible. Fait que c'est ce que je m'attends. À moins que la nouvelle direction décide de tendre une branche d'Olivier à Pinto. Je pense qu'il va signer l'offre qualificative. Il va prendre son petit salaire, puis il va se rapporter en janvier. Il n'y a aucun leverage, il n'y a absolument rien. Puis même là, même si c'est le 850 000, 950 000, ça ne rentre même pas sur le cap, je pense, si tout le monde est là. À moins de me tromper, là. Effectivement, il va falloir qu'il se passe quelque chose éventuellement. Ben, c'est ça aussi la sous-question de ma question. Parce que Thomas Chabot, t'es pas là en ce moment, ça va bien. Monétairement. D'un point de vue salarial. Quand tout le monde est là, on fait quoi? On se posait la question en pré-saison, mais la question n'a pas disparu, là. Non, mais c'est un moins gros problème. Oui, c'est ça. Puis le fait que ça va être l'offre qualificative fait en sorte que Shane Pinto, ça va être un contrat à 2 volets. Si je ne m'abuse, toujours pas. Il n'a pas passé au balotage. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il ait faire un petit tour à Belleville parce qu'il va avoir une demi-saison de retard sur tout le monde. Puis quand il va être prêt à remonter, ben à ce moment-là, on l'a vu en début de saison, les sénateurs n'avaient pas peur de renvoyer Zach McEwen s'il y a quelque chose ou un joueur sous-performant pour faire de la place. Écoute, si le piqué ne s'améliore pas d'ici là, je pense qu'ils vont trouver une place pour Shane Pinto dans la formation, quitte à laisser partir un autre joueur ou deux. Je pense, ultimement, si Pinto prouve qu'il est en forme et qu'il a sa place dans l'équipe, ils vont trouver une façon de le payer et de rentrer dans la formation. Mais la question éternelle, en plus, sur ce sujet-là, que JP Fogg t'amène souvent, concernant Ridley Gregg puis Shane Pinto, je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent, Shane Pinto, on les remplissent la même chaise, ils jouent le même rôle, c'est 2 centres de 3e trio, on peut pas les garder à long terme. Ben, écoute, là encore là, je me souviens, c'est Guy Boucher qui nous disait souvent que tu n'as jamais trop de centres dans une équipe, que tu peux toujours montrer un centre à jouer à l'aile, mais que le contraire, des fois, est plus difficile, montrer un ailier à jouer au centre. Puis si tu es capable d'avoir les deux dans le même trio, tu te ramasses à avoir un droitier, un gaucher. Fait que Pinto, c'est un spécialiste des mises en jeu, ce que Greg n'est pas encore. Fait que moi, je vois pas ça comme un handicap. Si tu as le contrôle sur les deux, tu peux les avoir les deux à bas prix pendant quelques années encore. Et t'es jamais à l'abri. Tu peux très bien, encore une fois, décider que tu échanges Shane Pinto parce que tu as Ridley Gregg comme 3e centre. Mais après ça, tu perds Josh Norris pour 3 mois. C'est ça. Moi, tu as besoin d'avoir 9 attaquants pour remplir ton top 9. Je pense que tu peux déplacer un gars du centre à l'aile sans problème. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus le rôle de Ridley Gregg d'aller jouer à l'aile. Probablement que c'est ça qui l'attend un peu plus, là. Parce que c'est pas tant ses qualités comme joueur de centre
qui ajoute de la valeur. Tu sais, c'est pour tout ce qu'il fait en dehors de ça. Tandis que Shane Pinto, c'est un joueur de centre, responsable, offensivement, défensivement, les mises au jeu. Fait que je pense que sa place est peut-être plus au centre que Greg, mais effectivement, ça va peut-être être la fameuse solution. Tu vas peut-être avoir une petite job à faire pour le convaincre. Tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, là, que c'est un joueur qui peut avoir du succès à l'aile. J'ai testé la question à un moment donné cet automne. Sa réponse m'a laissé croire que lui, dans sa tête, il se perçoit comme un joueur de centre. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai tout le temps joué au centre, c'est là que je joue. Mais, en même temps, à un moment donné, c'est avant tout un gars qui veut connaître du succès, qui veut gagner. Fait que si tu réussis à lui expliquer que pour le besoin, pour le bien de l'équipe, tu as besoin de l'avoir à l'aile gauche pendant une demi-saison, une saison de temps. Puis à moindre blessure, tu reprends ta place au centre. Là. On monte tout le monde, puis toi, tu reprends ta place, là, dans le fond. Je trouve ça intéressant les perspectives que tu emmènes, Sylvain. Parce que ça nous emmène à voir les choses vraiment différemment. J'aime ça. Surtout quelqu'un qui a parlé aux joueurs. Vous êtes gentil, mais n'oubliez jamais, puis ça, je suis sincère, par exemple, là, je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir passé 20 ans dans le milieu avec l'entourage de l'équipe, mais je veux dire, je me trompe encore là, mes opinions de hockey, j'en fais plein d'erreurs, fait que j'ai pas la vérité infuse, jamais. En même temps, tout est tellement relatif à la personne qui prend les décisions. Ça peut être... Exact. Est-ce qu'il y a vraiment une mauvaise décision? Sûrement, mais en même temps, il y a plein de décisions qui peuvent fonctionner. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en tout cas. C'est des fois aussi, quand on parle d'avenir, quand on parle de l'avenir de l'équipe, c'est qu'on pense pas en 3 dimensions, tu sais. Comme là, moi, je vous parlais de Thomas Chabot tantôt, je vous disais, moi, je n'échangerais pas Thomas Chabot parce que j'ai peur de ce qui se passe, qu'on replonge dans une situation où il te manque un défenseur top 4. Mais peut-être que le directeur général, lui, dans l'échange qu'il prépare, il pense 2-3 coups d'avance, puis qu'éventuellement, il rentre un autre défenseur qui fit plus dans le moule. Oui, parce qu'on n'a pas été habitué non plus à une équipe qui pense tellement d'avance. Fait que, apparemment qu'il y avait tout un plan, là, de je sais pas combien de pages là, que Dorion a écrit avec M. Melnick à quelque part dans les Barbades. Là. Mais en tout cas, on a un peu le résultat de ce plan-là aujourd'hui. Il existe-tu pour le vrai ce plan-là ou c'est une légende urbaine? C'est quelque chose qu'il avait dit, là. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais tu sais, un plan de 123 pages, là, tu prépares ça et tout est bien clair, tout est bien beau, puis là, à un moment donné, tu mets sous contrat Matt Murray, puis 3 games, il sort. C'est fini, là. Jamais, scratch le plan, puis ouais. Ouais. Non, c'est ça. Tu crées des annexes, là. Prochain sujet. Le Josh de Nouf, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Nouf, c'est même qu'on l'appelle? Oui, Nouf. Nouf. Mon Dieu, justement, pas à jour. Parce que c'est neuf. C'est ça. Ah oui, Josh Norris, qui d'ailleurs parle de plus en plus français. Je t'aime aussi. Oui. Ça. Le collègue Marc Brassard pensait que c'était aussi par rapport à ses racines que le père de Josh Norris est Terre-Neuvien. OK. C'est vrai? Ah oui, OK. Mais moi, je pense encore que c'était ça. C'est son numéro. OK. Ouais. C'est intéressant, ça a de la profondeur. Bon, celle-là, c'était la blague, là, mais ça donne une sous-question encore une fois. Est-ce qu'on va voir un jour peut-être la 5e baron au Centre Canadian Tire? Et de là, j'y vais plus dans l'optique où est-ce que les sénateurs vont continuer à se rapprocher de la communauté? Ouais, pas fou. Écoute, alors, avec le partenariat avec Molson, ça n'arrivera jamais, là, j'y crois pas. Là, mais... Comment ça va les microbrasseries? Ouais, c'est ça. Mais ta question plus sérieuse, c'est est-ce qu'ils vont se rapprocher de la communauté francophone? En général. Parce qu'on ne se cachera pas, les ponts ont été beaucoup brisés avec tous les partisans à un moment donné. Là. Et Michael Andlauer a du chemin à faire, il veut pas. Ben, quand Michael Andlauer est arrivé et qu'il a embarqué Cyril Leader avec lui, c'est la dernière fois, incidemment, que j'ai conversé avec Cyril Leader. La première semaine, je suis allé le voir dans son bureau, on a passé 20 minutes ensemble. Puis, il m'a expliqué que ça faisait partie de son agenda pour l'automne, vraiment de traverser à Gatineau, puis de recommencer le dialogue avec des acteurs importants de la communauté. Maintenant, depuis ce temps-là, je te dis, je ne l'ai pas revu Cyril nulle part. Fait que je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées. Ça passe beaucoup par lui. Écoute, Michael Andlauer, à chaque fois qu'il prend la parole, il nous le rappelle que pour lui, c'est une priorité, c'est important. Encore une fois, il y a un paquet de dossiers. Là, acheter les sénateurs, c'est comme tu ramasses un vieux chalet familial, puis le bordel, tout le monde a laissé quelque chose là-dedans, puis chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu te rends compte qu'il y a des travaux à faire, puis tout. Fait
peut-être que le fait francophone, c'est pas la priorité numéro 1. Ceci dit, il faudrait pas que du monde comme vous autres ait lâché, puis que les médias francophones, il faudrait pas y lâcher non plus, parce que c'est le fichu problème depuis des années. Tous les dirigeants de l'équipe ont toujours dit que c'était important les francophones, mais ça n'a jamais été assez important pour être le top les bottines n'ont jamais suivi Babine. Ben, là, on va aller à la prochaine question parce que c'est la prochaine, on a déjà commencé. Pascal? Le Ryan Dezingle, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Ce qui nous amène à ma prochaine question. Est-ce qu'on va voir plus d'initiatives du côté de Gatineau et de l'Ontario francophone? Comme physiquement. Moi, j'ai pas encore entendu Michael Andlauer parler dans une radio de l'Outaouais. Puis je sais que les demandes ont été faites. C'est pas encore arrivé. Oh oui. Tous les médias confondus. Mais ce que tu me dis, c'est qu'on l'aura pas bientôt. Moi, j'étais vraiment déçu quand Claude Giroux est arrivé, qu'il n'avait fait aucune apparence du côté de Gatineau. C'était juste logique dans ma tête. Puis c'était quand même avant. Là, je m'attends pas à grand-chose cette saison parce que tout est nouveau, il y a tellement de choses qui se passent, mais j'aimerais l'année prochaine que ça pousse un peu plus. Là. Ben, comme je t'ai dit, tu sais, je reviens avec mon image du vieux chalet familial qui a plein de ménages puis de rénovations à faire partout. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent dans l'organisation, qui sont de l'ancienne gang, de l'ancienne garde. J'aimerais voir. Là, ils ont commencé à rebâtir le département des opérations hockey en ajoutant des gens. Dans les bureaux, il n'y a encore pas beaucoup de monde. J'aimerais voir des gens s'ajouter. Des gens qui connaissent le milieu, la région, la communauté francophone, puis qui arriveraient avec des nouvelles idées, puis pour qui ce serait une priorité. Mais pour l'instant, tu poses la question, est-ce qu'on va avoir plus d'initiatives? Moi, il n'y a rien qui me laisse croire qu'il va y en avoir plus, autre que le big boss en haut, à chaque fois qu'il parle, il dit que oui, il veut que ce soit l'équipe d'Ottawa-Gatineau. Ou qui s'exprime déjà en français, puis qui répond en français, qui est quand même différent de ce qu'on a connu, là. Tout ça pour dire, c'est qu'on va voir les deux frères Hansen puis le Goaler dans Slapshot à l'Arena Slush Poppy avant de voir des sénateurs. Oui, puis écoute, je pense que tu as un groupe de joueurs qui sont prêts à le faire. Tu sais, l'année passée, Thomas Chabot, lui-même, de son propre chef, il a fait une initiative avec son agent, je pense que vous l'avez reçu, Dominique, en entrevue déjà. Tu sais, Thomas voulait faire quelque chose à Gatineau, fait qu'il a ramassé de l'argent pour une... C'est Moisson Outaouais, je pense. Oui, exactement. Fait que je cherchais... Mais donc, je pense que tu as un groupe de joueurs qui serait game de faire des choses comme ça, des initiatives. Faut juste que la volonté parte d'en haut, puis que... Il me semble que quand Mathieu Joseph était arrivé, il l'avait même dit, je ne sais pas si c'était à toi, Sylvain, mais je l'ai lu quelque part, il avait dit qu'il voulait lui-même se rapprocher des partisans francophones, mais j'ai pas eu connaissance. Oui, je m'en souviens, puis c'était quand il y a eu l'incident avec les deux jeunes joueurs noirs de l'Intrépide de Gatineau, de l'Outaouais M15. Il avait invité un des deux jeunes joueurs à l'Arena pour une soirée spéciale, puis c'est là qu'il m'avait dit que lui, en tant que Québécois, il trouvait juste ça normal d'être celui qui s'implique pour faire des projets. Tu as fait raison, je suis en train de l'oublier, mais oui. Lui, il est très bon. Thomas Chabot, il est très, très bon pour ça aussi. Travis Samonic, il aime ça parler français. Oui. Il pourrait l'utiliser un petit peu plus aussi. Kevin Mandolese avait fait le saut, il était dans la douche en train de parler avec Chabot, puis Monique arrive pas dedans, puis il se met à parler français, il fait comme « Hein? Tu parles français, toi? » Une saison à la fois. Prochain sujet. Alfie, jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Numéro 11, on connaît juste un. Je sais pas qui d'autre qu'il y a eu. Hein? Qui d'autre? Il y en a sûrement eu d'autres. Ouais, il y a eu 4 joueurs avec le numéro 11 en 1993. Mark Freer. Nomme-les pas, on les connaît pas, là. En 4, il y a eu un Evgeny Davidov en 94-95, puis Jarkko Kekalainen en 94. Jarmo Kekalainen, ben oui. C'est le même Jarmo qui est directeur général à Columbus aujourd'hui. Ah! Oh! Eh bien, on en apprend. Moi, ces noms-là me disent rien, pas en tout. Est-ce qu'on va finir par avoir de la stabilité devant le filet? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on considère qu'on en a? Avez-vous vu les statistiques de Cam Talbot en ce moment? Oui. Ça vous dit quoi? Ça me dit que
c'est l'équipe en avant, puis c'est pas... Tu es un coach de gardien de but, Pascal? Ouais, c'est d'un gardien de but. Non, mais c'est ça, comme tu t'es plus intéressé à cette position-là que nous deux. Oui. Fait que c'est ça. Moi, c'est la conclusion que j'ai aussi. Oui. Mais l'année passée, Pierre est allé voir Korpisalo jouer à Los Angeles. À Los Angeles, Korpisalo, c'était comme Cam Talbot, il n'y a pas de problème. Il y a un pattern d'établi, là. Tu sais, Matt Murray, OK, il n'a pas été parfait, mais il n'y a personne qui a eu l'air d'être vrai goaler de la Ligue nationale. Puis même quand on pense à Craig Anderson, là, il a gaulé sa tête bien des fois, mais tabarnouche que son équipe n'aidait pas à tous les soirs. Puis il fallait qu'il soit on top, puis il fallait que tout, parce que Anderson, oui, on se rappelle de lui comme probablement le meilleur gardien de l'histoire avec les années puis tout ça, mais c'était quand même une année sur deux avec Craig Anderson, tu ne savais jamais, là. Il y avait une année quand même performante, puis après ça, il y avait une année plus difficile, puis après ça. Fait que tu sais, il fallait que tout soit là, puis qu'il goal sa tête pour donner une chance. Mais puis c'est drôle, il y a un gars sur TikTok, il s'appelle The Myth of Hockey, là, qui puis c'est vraiment intéressant. Écoute, le gars, il étudie les stats de gardien de but depuis 30 ans, qu'il dit là. Écoute, qu'est-ce qu'il dit là? Puis lui, c'est ça qu'il décrit à tout bout de champ. Il dit qui est le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale? On le sait pas. C'est impossible à savoir. Si tu regardes juste les stats, ça te dit rien parce que c'est l'équipe en avant d'eux autres à 80% qui fait le succès d'un gardien de but. Puis fait de plus en plus, là, depuis que j'entends ça puis que j'écoute ça, je l'observe de plus en plus. Écoute, on échange Gustafsson pour Talbot, puis les deux continuent à avoir du succès égal aux gardiens qui étaient là avant eux autres. Puis t'as parlé de Talbot, mais Gustafsson, c'est un autre exemple qui a du succès à Minnesota, là. Oui, mais Talbot, c'est encore pire parce que, je veux dire, on pensait tous qu'il avait fini, qu'il était au bout du rouleau parce qu'il était plus vieux un peu. Puis d'un coup, il se ramasse ailleurs, puis non seulement il joue bien, mais il est dans les meilleurs chiffres de la Ligue. Puis d'une année à l'autre, oui, il y a quelques noms qui reviennent, mais c'est toujours relatif au succès du reste de l'équipe, puis comment ils sont capables de jouer en groupe de 5. Puis c'est le point faible des Sénateurs depuis des années. Écoute, juste hier, là, tu vois des fois des gars partir du côté de la bande puis réussir à se frayer un chemin jusqu'au centre avec personne qui vient les embêter. Un gardien va peut-être en arrêter une, là, mais je veux dire... Tu peux pas en arrêter 4-5 dans une soirée comme ça, donner des chances comme ça. Moi, ce que j'appelle les grade A chances, là, moi, les tirs au but, pour moi, ça veut rien dire. Plus ou moins. Même que des fois, il y a des gardiens qui sont meilleurs quand ils ont plus de tirs. Mais c'est quel genre de chance que tu donnes à ton gardien, c'est ça qui fait la différence à la fin de la soirée. Il les a arrêtés en première période, les chances de première qualité, Korpisalo contre les Hurricanes, ça allait super bien, mais je pense à la même séquence, c'est le but de Sébastien Aho. J'ai pensé à la même chose que toi. C'était ouvert puis une autoroute en enclave. Puis comment il a fait pour réussir à faire le tour puis à revenir au centre? Écoute, tu veux de la stabilité, JP? C'est là par là que ça passe. Jacob Chychrun qui décide de changer quand le jeu se passe en arrière de lui, comme il donne un 2 contre 0. Un 2 contre 0? Combien de fois tu vois ça? Oui. Voyons, c'est incompréhensible. Une théorie que, on le dit souvent, quand les Sénateurs jouent contre une équipe de bas de classement, ils sont capables de s'en sortir parce qu'ils ont des bons joueurs offensifs puis ils finissent par gagner un match. Mais à la seconde où on se prend contre une équipe qui est bien rodée, qui a un gros système défensif, à moindre erreur, c'est fini. Là. Puis à moindre erreur, moindre adversité, soit un but refusé, soit 2-3 powerplays de suite, c'est comme hier, qui sont pas capables de profiter. Aussitôt qu'il se passe de quoi, on dirait que all hell breaks loose. Là. Pourtant, ils sont allés battre les Rangers, sont allés rivaliser fort contre les Maple Leafs, mais il n'y a pas de constance. Oui. C'est ça. Fait qu'on en demande pour Noël, tout le monde, on demande ça, il n'est pas trop tard. Là. On demandera à vos parents d'aller vous acheter de la constance. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier souhait, Pascal, 12. Mike Fisher. Pas de Brinkett toujours. Ça m'a tenté. Pinto. Non. Ça n'a pas ça être Fisher dans ma tête? Castellic, jour de Noël, les Sénateurs m'ont donné. Est-ce que les séries éliminatoires, messieurs, c'est mort? Il n'y a rien qui me laisse croire qu'avec pas de changement, statu quo, comme c'est là. Moi, j'ai toi, t'as pas le droit parce que faut que tu sois impartial. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que ça fait longtemps que je pense que ce groupe-là a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais j'ai l'impression que cette question-là, il faudrait se reposer à la fin des 12 jours de Noël.
parce que c'est le voyage qui commence cette semaine qui va faire foi de tout. Là, les sénateurs, ils vont rattraper le peloton. Ils n'ont pas le droit de revenir puis d'avoir perdu 4 games dans ce voyage-là. C'est aussi simple que ça. Si on perd 4 games, là, je dirais comme Pascal, that's it, c'est fini. Mais je me garde une petite gêne encore d'un coup que ça continue d'aller bien puis qu'ils reviennent avec une grosse récolte. Ça prend un changement, ça prend un boost, ça prend que ce soit un échange, un changement de coach. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose que l'année passée. Je me demande qu'est-ce qui pourrait arriver que tout d'un coup, ça se mettrait à aller bien, tu sais, sans faire aucun changement. Il faudrait qu'on me l'explique après, là, parce que... Si tu regardes les performances des sénateurs à partir du 1er décembre ça va toujours mieux. L'année dernière, non, mais du 1er décembre jusqu'au mois d'avril, si tu prends la moyenne des points de ces matchs-là, il aurait fait les séries. Fait que je me dis, il y a toujours le potentiel que cette équipe-là se replace éventuellement. Puis là, c'est sûr qu'on enregistre ça au lendemain d'un match où ils ont très mal paru, mais si on l'avait enregistré la veille de la game contre les Hurricanes, on aurait été tout excité, c'est ça. J'avais collé le début d'un temps nouveau au 104-7, puis ça fut de courte durée. C'est qu'ils sont autant sont capables du pire, ils sont aussi capables du meilleur, là. Fait qu'ils peuvent se virer de bord puis se mettre à en gagner, puis on va être comme qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, là. Puis la variable importante dont on n'a pas parlé encore vraiment, c'est le jeu de puissance. Oui. Je veux dire, je peux comprendre que apprendre la structure défensive puis l'engagement défensif, ça peut prendre un petit bout de temps, mais le power play, c'est vraiment juste de la confiance rendue là. Parce qu'ils l'ont prouvé qu'ils sont capables avec les effectifs en place. Ils n'ont pas perdu ce talent-là du jour au lendemain. Fait que, il suffirait que le jeu de puissance éventuellement se replace, qu'ils se mettent à marquer des buts, puis que la confiance débloque. Puis DJ Smith, un matin, il est arrivé puis c'était devenu ça, son discours, c'était « J'aimerais ça que le powerplay fonctionne », parce que quand les joueurs fonctionnent sur le powerplay, généralement, après ça transporte sur le jeu à 5 contre 5. Fait que, moi, je suis pas prêt à les enterrer tout de suite, mais comme je te dis, il faudrait pas qu'ils reviennent de ce voyage-là avec 4 défaites. Là, ça serait vraiment difficile de remonter rendu là. Parlant de powerplay puis désavantages numériques, les deux vont extrêmement mal. Puis je sais que là une semaine à peu près, DJ Smith avait comme changé les responsabilités entre Jack Capuano puis David Payne pour dire toi tu t'occupes du powerplay, toi tu t'occupes du piqué. Puis c'est depuis ce temps-là, je pense que ça va vraiment mal. C'est-tu parce que là ils essaient trop d'implanter leur vision ou d'essayer complètement d'autres choses? Mais je ferai un switchback, je pense là au moins parce qu'il y a ça qui marchait au début de l'année. Ouais. Ben tu sais en termes d'effectifs, c'est toujours le désavantage numérique qui sont fragilisés dans un an. Ils ont laissé partir Connor Brown, ils ont échangé Nick Paul, ils ont perdu Alex Formenton dans le contexte qu'on connaît. Fait que ça a fait en sorte que l'équipe s'est fragilisée au niveau fait que là, ils sont toujours à la recherche des bonnes combinaisons. Il y a un mois environ, je t'aurais dit que Chartier était là pour rester. Puis il y avait des gens dans l'organisation qui me disaient ça, mais là, j'ai l'impression que le ton est en train de changer à cause des récentes performances collectives. Ça n'a rien à voir avec sa production offensive, c'est tout à voir avec les unités spéciales. Fait que pour le désavantage, je suis moins optimiste que ça se replace rapidement. Mais le power play, je me dis que les effectifs sont en place. Tout le monde est là pour que cette équipe-là retrouve le chemin. Il faut juste que ça clique. Mais tu sais, cette équipe d'entraîneurs-là sont pas plus fous que nous autres, là. Ils savent bien que leurs jours sont comptés, ça se peut pas. Si tu mets pas Claude Giroux sur le premier powerplay, ils sont plus fous que nous autres. Non, mais c'est sérieux ma question. Je le dis officiellement. Ça se peut pas. Ah oui, je sais. Ils savent pas que la seconde où le nouveau DJ arrive. Le nouveau DJ? Le nouveau directeur général. Ben non. L'histoire du conflit, je vais donner ça à DJ Smith. Moi, j'ai pas une relation, une super bonne relation avec DJ comparativement à d'autres entraîneurs que j'ai connus dans le passé avec les sénateurs. Mais je vais toujours avoir du respect pour cet homme-là, pour la façon dont il a travaillé cette année. Et tu commences l'année, puis c'est ta dernière année de contrat. En partant, tu sais, là, t'embarques sur le lac, puis la glace est mince de même. Là, on est rendu presque à Noël. Ça fait quand même 3 mois que Steos puis Andlauer travaillent avec lui. D'après moi, s'il avait confiance en lui, s'il pensait vraiment que c'était l'homme de la situation, ça n'aurait pas été difficile d'y renouveler son contrat. Mm-hmm. Ben non, c'est ça. C'est exactement. Je pense que tu as raison. La question a-t-il été posée? Non. Normalement, la réponse, c'est on négocie pas en public. Dans les médias, Je me demande si la question a été posée. Quand on a posé cette question-là à DJ Smith en début d'année, il y a eu une réponse de type « It is what it is », je connais la situation, puis moi, je suis payé pour coacher, puis je vais faire ma job. Puis là, je pense que des fois,
petit peu de sympathie puis pitié pour lui. Là, si on repose la même question, qu'est-ce qu'il pourrait répondre d'autre? Moi, si je sais que je travaille encore pour une couple de semaines en attendant que la nouvelle personne prenne ma job arrive, puis après ça, bye-bye. Pas sûr que je suis motivé de trouver des solutions à tout prix, là. C'est sûr que c'est un défi. C'est ça. Je peux t'en parler longtemps. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il joue pour son prochain poste. Là. Oui. Il y a ça qui reste comme motivation. Faut que tu sois psychologiquement pas mal fort. Faut que tu sois fort. Faut que tu sois fait fort, c'est clair. C'est clair. Puis ça crie Fire DJ à l'Arena, puis ça parle rien que de ça. Il y a personne à Ottawa. J'ai entendu certaines personnes dire que c'est pas un problème de coach. C'est le plus proche que j'ai vu d'un appui à DJ Smith. Tu sais. Mais il y a personne qui souhaite qu'il reste encore. Puis match après match, fois après fois, se présente devant les journalistes. Des fois, tu dis qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça. Ou des fois, tu le regardes sur le banc puis tu te dis à quoi qu'il pense? C'est quoi qui se passe dans sa tête? Ça n'a pas de bon sens. Puis je trouvais ça même injuste de le laisser commencer l'année parce que tout le monde disait, ça prend un bon départ. Puis là, bon départ, c'est quoi? C'est 20 matchs? 20 matchs, la dernière fois, c'était trop tard, 20 matchs. Fait que là, c'est quoi? C'est 10? Tu donnes-tu vraiment 10 matchs à un coach avant de décider? Si tant qu'à ça, mets-le pas, là. Si tu lui donnes juste 10 matchs, tu sais, ça vaut pas la peine, là. Fait que, il est vraiment dans une position pas évidente. Ben, je vais revenir à ça, puis malheureusement, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication pour moi. C'est que là, Andlauer arrive, il sait qu'il va amener Steve Staios puis le placer au-dessus de Pierre Dorion. Il ne peut pas clairer Pierre tout de suite parce que on est au début du camp d'entraînement. Puis là, après ça, ben, pour faire les choses comme il faut que tu embauches un nouveau directeur général, tu laisses cet homme-là choisir son coach. Fait que c'est triste. Je sais pas. Peut-être en fin de saison, quand on va revoir Steve Staios ou Andlauer pour faire le bilan de l'année, peut-être qu'ils vont avoir des réponses plus complètes à nous donner à ce sujet-là sur le fait qu'il aurait voulu peut-être agir plus vite. Peut-être pas non plus, mais on verra. Puis toi, JP, tu dis quoi? Moi, c'est triste un petit peu, mais j'ai comme un peu perdu intérêt en la saison actuelle. C'est ça. Tu sais, ça, c'est grave. Ça, à mon avis, c'est ce qui est le plus grave. On en parle depuis une couple de fois, on se pose des questions. Tu sais, si t'es fâché, t'es encore dedans. Mais quand tu fais fermer ta TV et tu dis, oh, on va aller faire d'autres choses. Ouais. Ça devient triste, là. C'est JP Fortin qu'il faut qu'il fasse ça. Toi, qu'il fait ça. À chaque fois qu'il fait ça, il se met à gagner, c'est vrai. Chaque fois qu'il prend un break, il se met à play, il écoute la game, puis là, il perd. JP, ferme ta TV. Mais je suis surpris pareil, parce que, en tout cas, pour l'instant, moi, je me dis, quand on est allé à la game contre le Kraken, je me suis dit, puis ça allait pas bien. Il y a du monde encore pas mal. Il y a du monde. Le monde sont là, mais si je vois du monde comme toi, comme Fortin, des passionnés qui commencent à être désintéressés, je me dis, c'est quoi le. Peut-être que justement, nous autres, on a l'épuisement où on a le côté un peu plus. Où est-ce que ça fait 6 ans qu'on les suit activement. Le partisan moyen, lui, qui les suivait moins, est moins tanné, peut-être. Fait que c'est encore pour lui le fun d'aller voir une game. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer si les gens commencent à se désintéresser. Là. C'est un jeu dangereux. Ça reste quand même plus le fun que ça l'était il y a 2 ou 3 ans, oui. Alors qu'au moins, tu as des joueurs qui peuvent créer des choses. À chaque match, tu dis, ils ont quand même une chance de gagner, puis l'équipe, elle s'en va quand même dans une direction. Tu as plus l'impression qu'elle évolue que peut-être il y a 2-3 ans dans la reconstruction quand tu avais des Tom Payette, puis des Ron Hainsey, puis des Mike Riley qui remplissaient l'alignement. Et là là, c'est vrai. Puis moi j'allais dire, Pascal, je pense que le partisan moyen, moins investi, on va juste voir une game de hockey puis il est content. OK? Mais c'est ceux qui suivent, qui sont vraiment trop investis émotionnellement, qui se protègent en se détachant parce que. Ça fait trop mal. Ouais. Tu sais, on a trop vécu des downs l'année, là. Trop de déceptions, trop de. Ah oui, c'est sûr que le partisan moyen n'écoutait pas les games dans la division canadienne jusqu'à minuit, 1h à tous les soirs. Là. Ça, c'est juste nous autres, les crackpots, qui faisaient ça. Ben, ça va être un joyeux temps des fêtes. Ben, c'est ça. Ça va être le temps de. Mais encore, comme Sylvain disait, on va avoir une méchante bonne idée quand on va se texter, souhaiter joyeux Noël
où sont rendus les sénateurs, puis c'est quoi les Puis je chances. répète, là, tu sais, on a le malheur d'enregistrer ça au lendemain d'une mauvaise performance. Si on l'avait enregistré avant cette partie-là, je suis convaincu que notre conversation aurait été différente. Puis DJ, le premier à le dire, hein, il dit on gagne 3 games, on est meilleur au monde, puis on en perd 3, puis on est la pire équipe qui a jamais existé. C'est un peu Mais c'est parce que c'est aussi un pattern. C'est ça. C'est justifié d'être négatif un peu parce que c'est ça constamment depuis l'année passée. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile, je pense, de gérer les émotions des gens. Sylvain, tu des gros plans pour le temps des fêtes? Petit voyage, j'étais en famille. ouais. Entre la famille, qui est en dehors de la région, puis le travail, puis tout ce qui s'ajoute, puis qui s'en va, puis je vous dis, ça va être un début d'année 2024 très occupé. Bon. Good. Ben, parfait. Toi, Pascal? Nous autres, la classique, on prend la minivan, la Pascal mobile, puis on descend au Saguenay voir la famille. Normalement, on est revenu pour... normalement, on est revenu pour le jour de l'an. Fait que... toi, t'as-tu acheté ton billet pour le 2? Tu l'as acheté? Non, je peux pas. OK. Je pensais que le courriel que tu m'avais envoyé, c'était parce que tu l'avais acheté. OK, parce qu'on s'était donné un semi-rendez-vous d'aller voir ce match-là, mais c'est ça, je pense qu'il n'y a plus de billets. OK. Ça. OK. Non, nous autres, ça va ressembler à ça. Puis toi aussi, j'imagine, tu vas aller manger de la curd. Un petit séjour dans l'Est ontarien. Yes. Bon, ben parfait. Sylvain, merci vraiment pour ton temps ce soir. Non, c'est vraiment super gentil de m'avoir invité. Puis vous avez mon numéro quand vous voulez. On va s'en souvenir. Prends soin de toi. Bonne chance avec ce qui s'en vient. Bon temps des fêtes. Profite-en bien. Puis... on s'en jase, comme on disait dans nos débuts. Comme on disait dans le temps. Et là là.